Merci à toutes et à tous d'être revenus dans cette salle pour cette deuxième partie de la matinée. Donc on va avoir un moment de table ronde. On est un peu en retard, donc la table ronde qui était initialement prévue pour durer 50 minutes, ce sera plutôt 40 minutes. Donc j'avais appelé sur scène d'abord le docteur Yves Dupont, qui est notre discussant pour cette table ronde. J'invite Yves à venir s'asseoir ici. Après, I invite Dr. Luke Barnes to come and to sit close to, next to Yves Dupont. Ines Safi, Dr. Ines Safi too, and Professor Andrew Briggs as the final speaker of this first part of the session. So we will have a first round of questions, un premier tour de questions, et vous allez avoir la possibilité de poser des questions à travers un système. On va afficher le QR code sur l'écran, et vous pouvez flasher le QR code et poser vos questions en français ou en anglais. You can ask your questions either in French or in English. These questions will appear on the screen, and I will choose our guest will answer the question. Okay, so thank you very much for joining us. Merci de nous avoir rejoints. Et je vais, pour commencer, donner la parole pendant quelques minutes à Yves, qui va faire quelques commentaires philosophiques sur les découvertes de la physique quantique. Yves Dupont est docteur en physique théorique et il est aussi professeur agrégé dans une classe préparatoire à Paris, au collège Stanislas. Donc il est particulièrement sensibilisé aussi sur les questions de diffusion de la science auprès des étudiants, des futurs managers, et sur les implications philosophiques et spirituelles de la physique quantique. Merci Bruno, bonjour à tous. Je suis en effet professeur en classe prépa et j'ai chaque année des élèves marocains qui sont des ambassadeurs extraordinaires du Maroc parce qu'ils sont tous très gentils, très bons et ils rentrent en général à la Polytechnique. Bien, ceci étant dit, je ne suis pas un éminent spécialiste comme les collègues qui sont ici, mais je réfléchis, depuis que j'ai fait une thèse en physique quantique, en théorie quantique des champs, au fondement de celle-ci, parce que c'est important de s'y intéresser, pour essayer de faire un peu une synthèse, si je puis dire, de tout ce qui a été présenté. Ce matin, vous avez présenté des résultats extraordinaires. Ces résultats, ils sont prévus par la théorie. Et comment sont-ils prévus par la théorie? C'est parce que celle-ci a une certaine structure qui est très étonnante. C'est qu'en vérité, elle est intrinsèquement mathématique. Elle est consubstantielle aux mathématiques. Et la question est de savoir qu'est-ce qui est plus réel dans cette théorie que le simple fait que l'on dise « tiens, il y a des électrons qui ont une masse, qui ont une charge ». Eh bien, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'état. Le vecteur d'état, il ne faut pas en avoir peur. Il était juste derrière M. Zeilinger tout à l'heure. On voyait plus, moins, moins. Voilà, ça c'est un vecteur d'état. C'est un être mathématique. À partir de lui, on prédit les résultats. Alors on peut le prendre comme un moyen opérationnel de prédiction, mais on peut essayer aussi de lui donner une certaine réalité. Dans les états intriqués, dont on vous a brillamment parlé, j'ai bien aimé les fèves, moi je prends des bonbons, mais c'est un peu pareil. Ce qui est plus fondamental du point de vue de la réalité, c'est l'état Nini, beaucoup plus que l'état rouge-vert ou vert-rouge. C'est-à-dire que quand vous avez deux particules intriquées qui sont à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, la réalité, quelque chose qui a à voir avec la réalité, c'est davantage l'état, le vecteur d'état. Un penseur français qui s'appelle Michel Wittbold, qui est philosophe et physicien, qui a écrit beaucoup de livres, et qui n'est pas du tout spiritualiste à ma connaissance, dit « le vecteur d'état a plus à voir avec la réalité que l'objet lui-même. L'objet lui-même, ce sont les particules. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui a à voir avec la réalité, c'est une construction mathématique. Mais quelqu'un va vous dire « c'est absurde votre histoire. Le vecteur d'état, il est dans votre tête, ou il est sur un tableau. Mais en quoi est-ce une réalité ?» Eh bien, je crois qu'il faut s'intéresser à la question des mathématiques. D'où sortent-elles? Il y a deux points de vue. Soit les maths sont structuralistes, c'est-à-dire construits par l'homme, c'est Euclide, c'est Bourbaki. Mais si on est matérialiste et que l'on considère, comme le dit finalement la mécanique quantique, que le vecteur d'état, a priori construction mathématique,
a quelque chose à voir avec la réalité, il y a un vrai problème logique, puisque le matérialisme a pour hypothèse, en quelque sorte, que l'esprit est le fruit de la matière. Mais si la matière se décrit par les mathématiques qui sont le fruit de l'esprit, vous avouez qu'il y a une circularité qui rend difficile le raisonnement. Une autre école, qui est abondamment partagée par des plus grands mathématiciens du monde, c'est l'école platonicienne ou l'école idéaliste, qui consiste à dire que les mathématiques sont le reflet d'idées. D'idées, pas que je ne parle pas bien dans le micro, d'idées qui se trouvent en quelque sorte derrière le monde. Moi, je suis partisan de cette façon de voir, parce que du coup, ce vecteur d'état qui est mathématique, qui est le fruit d'une pensée mathématique, reflète en quelque sorte une idée ou des idées qui sont derrière le monde. Et quelles peuvent être ces idées? Alors c'est sûr que quand on arrive à ce point-là, il y a un saut un peu spéculatif dans l'inconnu. Mais moi, je ne vois pas pourquoi la physique ne se permettrait pas de tangenter en quelque sorte la métaphysique et la philosophie. Il n'y a aucune raison que ce soit une théorie fermée. Ça, c'est une vision scientiste du XIXe siècle. La physique peut très bien s'ouvrir sur la métaphysique. Et d'ailleurs, la théorie quantique est une théorie ouverte. Elle n'est pas logiquement fermée. C'est un peu un autre sujet. Alors, et donc je pense que le vecteur d'état, qui a quelque chose à voir avec la réalité du monde, a en lui quelque chose qui a à voir avec une pensée qui se trouve hors du monde. On peut qualifier ça de sa substance, et on retrouve ainsi des principes philosophiques sur la nécessaire substance des objets. Et puis si on est croyant, après tout il y a une cohérence à se dire mais qui pense derrière le monde si ce n'est Dieu? Eh bien moi j'y vois une trace subtile, un peu le doigt de Dieu, une empreinte de Dieu derrière le monde. Et si on est croyant et qu'on croit que Dieu a créé le monde, quoi de plus logique de penser, c'était mis dans les différentes citations qui ont été données, quoi de plus logique de penser qu'effectivement, il y a une forme de trace de Dieu dans le monde matériel. Et est-ce que finalement, la mécanique quantique ne nous permet pas d'envisager cette possibilité? Du moins, je le crois. Et ce qui est certain, c'est que depuis 100 ans, il y a de nombreuses interprétations qui sont données, qui font venir l'esprit, la conscience. Aucune ne s'impose et aucune n'arrive à donner une conception aussi large de cette universelle, en quelque sorte, de l'origine de cette pensée qui peut se trouver derrière le monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup Yves pour cet aperçu qui nous permet de relier la conscience, les mathématiques et la physique. On reviendra là-dessus, je pense, cet après-midi. I would like to ask a first question to Luke after his talk this morning. The study of fine-tuning of the universe is now mainstream science. You mentioned that. There are a lot of philosophers also who are interested by those issues. So it's the comeback of teleology, of orientation in the field of science and philosophy. But I would like you to comment on another school which is attempting to explain out the design, explain out the orientation of the evolution of the universe by invoking some kinds of other patches of the universe, other pieces of the universe under the general name of the theories of the multiverse. What would be your arguments for or against the theories of the multiverse? So the multiverse is the idea that, how did our universe get just the right conditions for life? Well, maybe there's lots of other universes out there in some sense. Maybe they existed before our universe. Maybe they're just a long way away. Maybe they're some sort of quantum relationship to ours. And each universe gets a sort of randomly shuffled set of numbers, and eventually, here we are, we happen to get the right numbers. Most other parts of the multiverse, as it's called, will get the wrong numbers, and so no one is there wondering what went wrong. I think there's two things to say about that. The first is that it underpins the point I was trying to make, that the first impression now
of the universe at its fundamental level in the laws of physics is now one in which it looks designed. It looks like, as Fred Hoyle, a famous astrophysicist and an atheist from the last century, said, it looks like a super intellect has monkeyed with physics. And Freeman Dyson, in 1970, looking at these coincidences, said something along the lines of, it's almost like the universe must have known we were coming. That's now the first impression. And if you want to overcome that impression, you start to talk about the multiverse, all these other things out there. So the sort of feeling that we get of, if you want to find purpose and meaning in the universe, you've got to take science and then somehow shove purpose and meaning in from the outside. No, it very much looks well put together all the way down. I think the second thing to say is that the multiverse idea risks breaking the rules of science because it puts the direct evidence of any of its predictions beyond what we can possibly see, not just what we can see at the moment. And so it's on a fine line of is this science or not. Actually, my real concern with the multiverse is that it hasn't done the hard work of actually producing a theory that can produce predictions. I'm a theoretical physicist. What I want is a mathematical theory that I can do my thing with and get predictions out of. And the multiverse as an idea in the physics literature is really in a state of being incomplete. These are toy ideas. They are practice ideas. No one's really producing solid predictions that we could then go and test in the world around us. So on that level, if we're thinking about the implications of science, the best science we have for deeper questions, the multiverse just isn't the best science we have. Merci beaucoup, Luc, pour ces explications. Effectivement, le multiverse nous oblige à supposer des choses que nous ne pouvons pas tester, et c'est très embêtant du point de vue de la démarche scientifique. Inès, tu as présenté un exposé très pédagogique de la physique quantique, et tu as commencé ton exposé en disant « Nous devons changer nos habitudes de vision ». Et en fait, tu reviens souvent sur l'idée que nous sommes piégés par le langage. Nous avons tendance à dire « les électrons sont ici ou sont là ». Les électrons ont telle ou telle propriété avant la mesure. Est-ce que tu peux commenter sur cette question du changement des habitudes et peut-être aussi mentionner à quel point les fondateurs de la physique quantique, les Schrödinger, les Heisenberg, ont dû eux aussi aller chercher dans des philosophies non européennes les nouvelles façons de penser auxquelles d'ailleurs aussi le professeur Andrew Briggs faisait allusion. Merci pour ta question. Effectivement, rompre nos habitudes, nous aiderait aussi à se débarrasser de représentations naïves qu'on fait même dans notre laboratoire, en tout cas quand on fait de la recherche scientifique. Moi, je crois vraiment que ces représentations naïves peuvent entraver la recherche elle-même. Par exemple, moi, avec mes collègues, on entend parler de nature corpusculaire. Et en fait, on a tendance aussi à garder le « et » alors que c'est « ni-ni ». Par exemple, on va dire les électrons sont à la fois des ondes et des particules. Et on va dire dualité entre corpuscules. Alors qu'en fait, c'est aussi du ni-ni. C'est ni onde ni particules. La nature ondulatoire, évidemment, peut nous aider à avoir une intuition de certains résultats, mais elle peut aussi induire de la confusion. L'équation de Schrödinger, évidemment, a été puissante, mais le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à une onde, au sens qu'on imagine l'onde. Et donc, ces déterminations qui viennent du monde classique nous amènent effectivement à avoir, à mon avis, des visions parfois même erronées dans la recherche. Mais il y a une sorte de régression aussi chez les chercheurs, parce qu'avec les fondateurs de la physique quantique, quelqu'un comme Schrödinger était quand même intéressé par la philosophie, il a finalement choisi la physique. Les fondateurs étaient très portés sur ces questionnements philosophiques et se sont effectivement orientés vers des traditions extrême-orientales, mais il faut aussi noter que Heisenberg, et ça c'est Carlo Rovelli, qui est un spécialiste,
un collègue donc, de la gravité quantique qu'il écrit dans un livre vraiment que je vous conseille, Hoagland, je crois, qui parle du sens de la physique quantique. Heisenberg était aussi imprégné par un livre de Goethe, qui est le Diwan, que Goethe a écrit en hommage à Hafiz, le grand poète soufi musulman. Et donc Karl Rovelli dit que ses lectures, en particulier ses méditations sur ses poèmes, l'ont aidé à franchir un pas qui était très important dans la naissance de la physique quantique et qui lui a permis de se débarrasser de la chosification, c'est-à-dire de concevoir les objets en tant que tels pour aller vers les relations et vers donner une place à ce qu'on observe avec une approche matricielle qui a anticipé l'équation de Schrödinger. Et donc en fait, ils ont aussi écrit des ouvrages qui étaient vraiment des réflexions philosophiques, alors que par la suite, avec le succès de la physique quantique, les physiciens avaient tendance à revenir vers des représentations qui, en fin de compte, restent matérialistes. En fait, avec tout le respect que je dois à mon ancien professeur Alain Spey, lui-même n'a pas, je trouve, tiré suffisamment de leçons philosophiques ou des conséquences d'ordre métaphysique de sa propre expérience. Et on reste donc, et on a encore des physiciens, même en physique quantique, qui adoptent encore, qui sont encore, je dirais, dominés par cette vision, par ce réalisme proche, en fin de compte, qui est complètement déconstruit par la physique quantique. Merci Inès. Effectivement, la physique quantique, elle date de 1905 pour ses débuts. Les grandes équations de la physique quantique, c'est les travaux de Schrödinger, Heisenberg, c'est la fin des années 20, le début des années 30. D'ailleurs, on va bientôt fêter le 100e anniversaire de l'équation de Schrödinger, I think, one century of Schrödinger's equation. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas à en tirer toutes les conséquences scientifiques et philosophiques. Now I would like to turn to Professor Andrew Briggs. Andrew, you gave a fascinating account of ongoing work on quantum physics and I would say on applied metaphysics in some sense. So there's not only Alain Aspect's experiment, there are new experiments where showing that the naive materialism or local materialism are not philosophical options. You are an expert in the field. How do you see the future in this domain? Do you think that there are still many other experiments which would be feasible in order to disprove materialism or to disprove various philosophical options? Or do you think that it is done? We have the proof, the final proof, and now we can go to something else? Well, I love the question, Bruno. Actually, I love sitting up here. I feel I've sort of been upgraded from economy class to business class in this comfortable seat here. Do recommend it. Where are new things going to come? Well, one of the things we don't know is what happens to quantum physics when things get more and more complex. We don't know. I often talked with Tony Leggett about where we might look for macro-realism to occur, or is it just a question of we can do more and more expensive experiments with a bigger and bigger checkbook and we'd still find that the Leggett-Garg inequality is violated. And one place to look might be if we could do quantum experiments on larger and larger and more complex living systems. You know, eventually Schrödinger's cat. It's hard to think quite how we do that just because the technical difficulties are so great. But what is very likely to happen is we'll be able to make larger and more complex quantum systems with quantum computing. So as quantum computing becomes more and more practical on ever larger scales, we may be able to test these ideas on ever larger systems. And I think most people think that the limitations will only be technological. So I think most people think that however big a quantum computer we could make, it'll still give similar results to the sort of experiments that from my laboratory that I showed you.
But science is full of surprises. Life is full of surprises. And so it's very dangerous to say that we're not going to discover anything new. All of human experience goes against that and says, as we push the boundaries, so we find surprises, we find things that we hadn't previously expected. Science is like that, and I think life is like that. And so I look forward to us pushing the boundaries and seeing what surprises are still in store for us. Thank you very much, Andrew. Yes, the future is going to be very exciting, I guess, in this field. So I don't know whether there are already questions from the audience. I'm looking at questions. Maybe Maybe we can again have the QR code. Is it coming? je peux ajouter un commentaire en attendant par rapport à ta question. Oui, okay. So first question, what is the biggest research challenge about the relationship between quantum physics and the singularity of a black hole? I don't know, maybe Luke, we can attempt to answer this difficult question. Well, the biggest research challenge is to go into a black hole and come out again. And the singular, quantum physics and the singularity of a black hole, yes. Try going into a black hole and Luke, coming out. It's a Andrew? challenge. Would you like to say something, or? Well, very, very briefly, we don't know how to describe quantum mechanics as it applies to Einstein's theory of gravity. That's what the question is really sort of pointing us towards. The biggest research challenge is that those two theories only meet in extraordinarily extreme circumstances, like at the center of a black hole, and we can't see in there. The other place where it's going to turn up is at the beginning of the universe, and we're 13.8 billion years late on that one as well. So it's very hard to find circumstances in which those two theories need to talk to each other so that we can understand actual experimental data. At the moment, the data is either quantum mechanics has got it covered, general relativity's got it covered, they don't need to talk to each other. So. Very rapid comment. I mentioned Carlo Rovelli, who is precisely trying to unify quantum physics with gravity, and he's an expert also in black hole. But this is theoretical work, and it's still not. There are no experiments, of course, to test these predictions. It's like the la théorie des cordes aussi. Andrew, would you like to comment? Just well, a few only words? to say that one of the open questions at the minute is whether gravity is quantized. And there have been some remarkable theoretical developments in the last few years which could be tested with, as it were, benchtop-sized experiments. So, you know, laboratory-scale experiments where you don't need to go out into a black hole, but you could actually imagine doing it in your laboratory. And there are various theories, and one of them relates actually rather well to what Anton Zeilinger was telling us, because it's an information theoretic basis for a benchtop experiment as to whether or not gravity is quantized. And basically it's in information theoretic terms, is the information about the position of the other body transmitted through classical information or quantum information. So it may be that within the next few years we may get some experimental tests of these ideas. Okay, thank you very much. A new question? Oof. Oh, wow. Oh, wow. Is quantum physics the last piece of the puzzle in order to understand wholly the world we live in? I mean, is quantum physics complete? Ines, maybe? Of course, we never know. This is first a contingent theory, and precisely because it cannot be unified with gravity, we cannot say that this validity is absolute because it's not coherent or in harmony with another theory which also has a domain of validity. So now understand wholly the world in any case, I don't think science can really lead us to have a whole understanding of the world.
for two reasons. This is the case of quantum physics, because, as you said, we understand how it works, but we don't understand what is the reality it describes, what is its nature. So there is still a big mystery on the underlying microscopic level. But the second reason is that science has a tendency somehow to simplify, to reduce the whole global reality into pieces, because this is methodological reductionism in some sense, and it's very difficult for science to go from special entities, or I would say specific levels, simplified to the whole world. And we need to have many means of knowing, and in particular beyond the rational way and beyond the experimental way, to understand the world and still, deal with mysteries in the world. Okay, we'll skip to new questions, perhaps. We have many questions to. Other question? Finalement, la quête de science serait une démarche qui combine la science, la religion et une profonde réflexion philosophique. Qu'en pensez-vous? Peut-être est-ce une question pour Yves, puisqu'il a abordé ce point-là. Oui, en effet, moi je le crois, puisque je l'ai dit. Je crois que la science forme un système ouvert et qui s'ouvre naturellement vers la métaphysique. On parlait tout à l'heure des avancées possibles. Il y en a une qui est un peu curieuse, qui est celle de la théorie des cordes, puisque au début, tout le monde était très fanatique, c'était une idée très séduisante, et plus elle avance, plus elle a l'air de buter sur un mur de complexité mathématique qu'on a peine à dépasser. Est-ce qu'il ne faut pas y voir l'idée aussi que finalement, tout ne nous est pas accessible dans le monde, et que finalement, on a peut-être un mur de complexité indépassable? C'est le grand physicien Richard Feynman qui, en parlant du rôle des mathématiques en physique, disait ça nous aide à y voir clair, mais moi je crois que derrière tout ce fatras, il y a quelque chose de très simple, une idée fulgurante très simple. Et moi j'ajouterais, c'est sans doute le logos de Saint Jean. Merci Yves. On continue sur d'autres questions. Il y en a beaucoup là. Voilà. Comment peut-on expliquer l'émergence du transhumanisme et tout ce qu'il implique dans la vision matérialiste du monde, alors que nous assistons à une convergence des scientifiques vers l'être? Voilà, ça c'est une big question. I don't know who would be willing to comment on transhumanism. Maybe you, Andrew, because you mentioned incarnation. So in some way, transhumanism is the contrary of incarnation. How would you comment on that? Well, I suppose what people mean by transhumanism is they mean so enhancing our bodies that we have additional capacities. Well, we're forever enhancing our bodies, aren't we? Our bodies are naturally vulnerable to smallpox and poliomyelitis and COVID. And so we enhance our bodies by injecting them with vaccines that give us enhanced immunity to those things. So part of our responsibility as humans is, through the health sciences, to enhance people's bodies if they have a broken bone, to help them repair the broken bone. But the mistake, I suppose, in thinking that this is going to change everything is to reduce ourselves to our materialistic existence. So in the book on human flourishing, we identify 3 dimensions of human flourishing. The material, because it's hard to flourish if you're hungry or sick, or you can't give education to your children or house them. It's hard to flourish if you're in solitary confinement. Humans have evolved to interact with each other, and we need to interact with each other in order to flourish. But even when you've got those two, there still seems to be something more. And in the book, we struggled as to what to call it. Eventually, we called it the transcendent dimension, that there's something more than just the material and the relational. And that seems to me right, that human flourishing has got to involve all those components, and therefore simply to focus on the materials, simply to focus on the
the human, or this, what the question calls the transhuman, is not by itself going to help you with the other dimensions. And if you don't have the other dimensions, then somehow you're living, I think, a spiritually impoverished existence. Thank you, Andrew. We are running short of time, but we'll take 2 questions and with brief answers. Any more questions? Other questions? Oups là. Que pense la physique quantique de l'âme? Peut-on considérer qu'elle existe, ou au moins y a-t-il des éléments qui nous conduisent à supposer son existence? Voilà une question pour Ines. Bref réponse. Oui, très brève. Ben non, je ne pense pas que la physique quantique a quelque chose à faire avec l'âme. Et je pense que le fait de tirer un peu la physique quantique en dehors de son domaine d'applicabilité tel qu'il est, en tout cas selon les scientifiques actuels, est aussi une forme de matérialisme, c'est-à-dire qu'on a envie de mettre... j'ai parlé pendant mon exposé de la critique de la raison métaphysique, et je crois que c'est très important avec Al-Razali, mais on la trouve aussi chez Ibn Khaldoun et beaucoup d'autres penseurs, cette volonté d'appliquer la raison. Bon, ici il s'agit de science, mais on associe un peu aussi la science à une méthode rationnelle au-delà de son domaine de validité, c'est-à-dire finalement ce qui relève du monde sensible, pour moi est dangereux. Et en fait, on voit même que la physique quantique n'arrive pas à expliquer ce que c'est que le sujet même ou l'objet de son investigation. Donc je ne vois pas pourquoi elle aurait à dire quelque chose sur l'âme qui relève du monde de l'au-delà. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on arrête de chercher des preuves et qu'on reste dans les preuves. Voilà. Merci Inès. Dernière question. What is the most probable place in the universe outside of Earth? What we can expect to find life? Every talk I've ever given, anywhere, no matter what I want to talk about, someone asks, is there life elsewhere in the universe? So thank you, Morocco. You've completed a trend that has stretched across every talk I've ever done. I've got a talk on this as well. If you want to hear it, I can stretch the answer out. The answer is we don't know. So I'm very sorry about that. The most probable place outside of Earth where we can expect to find life is probably somewhere Earth-like. Since 1995, we've found 5,000 planets around other stars. We have some sort of idea about where you need to be relative to a star to have liquid water on your surface. We have telescopes like the James Webb are giving us more of a chance of seeing what's in the atmosphere of other planets. This is all happening right now. What elements do you need? Carbon is by far the most versatile, so if we find that, that's a good sign. Oxygen is a good sign. But ultimately, we are a very long way away on Earth, making a whole lot of guesses. But this is a very, very open, very interesting scientific field. Merci Luc, je pense qu'on va s'arrêter ici, parce qu'on est un petit peu à court de temps. Donc on va passer maintenant à la philosophie, et je vais rendre la parole à Jean Stone, et je remercie vivement tous nos intervenants pour cette table.